Bonjour François Patria. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes sénateur de Côte-d'Or, président du groupe RDPI Renaissance ici au Sénat, les sénateurs macronistes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Patria. Bonjour. François Patria, on va commencer évidemment par les commémorations des attentats du 13 novembre. 10 ans aujourd'hui que la France a été frappée par ces attaques terroristes. Vous, quel souvenir vous gardez de cette soirée? C'est bouleversant, incompréhensible, dramatique, tout le monde figé, personne ne connaissant vraiment les faits. On ne savait pas quelle était l'ampleur exacte, mais on voyait bien quand même que la nature même de l'attentat était d'une violence inouïe, carnage épouvantable, donc c'était la sidération. Vous étiez chez vous en Bourgogne, vous, à ce moment-là? C'était en Bourgogne, à ce moment-là, c'était le 13 novembre, mais sidération. Oui. Sidéré, ulcéré, comprenant la tâche des pouvoirs publics. Je suis responsable politique depuis plusieurs années. Je comprends bien combien c'est pour, bien sûr, d'abord penser aux familles, aux enfants. On a les témoignages aujourd'hui, mais surtout penser aux responsables politiques, qui sont responsabilités, qui ont le sentiment d'un échec. Alors que tout a été fait. On peut aujourd'hui, dans ce pays, si on pouvait être d'accord sur une chose, c'est que l'État, dans sa continuité, a fait contre le terrorisme tout ce qu'il a pu. Et on s'aperçoit que malgré tous les efforts qu'on peut faire, il y a des vides, il y a des carences. Ça peut arriver tous les jours. Et ça arrive tous les jours aujourd'hui. Ça arrive même en Inde, hier, on a encore, vous avez vu, ça arrive en Angleterre, en Allemagne, partout. La directrice de la DGSI pointait le fait que depuis 2023, 70% des auteurs, disons des attentats déjoués impliquaient un auteur de moins de 21 ans, ce qui montre rajeunissement de la menace. Qu'est-ce que ça dit de notre société? L'embrigadement des jeunes aujourd'hui se fait par les réseaux sociaux, se fait par les moyens de communication modernes, qui jouent un rôle extraordinaire. On peut exister à travers les réseaux sociaux. On peut devenir quelqu'un. On peut aller, j'allais dire, se transformer. C'est jamais dans le bon sens avec ces. Donc, une fois de plus, je crois que comme en politique, aujourd'hui, il n'y a pas que les réseaux sociaux, bien entendu. Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui tiennent au passé des différents pays, aux guerres historiques, aux rancœurs, aux rentes mémorielles qu'on a entretenues dans certains pays, etc. Mais c'est dit que aujourd'hui, vous savez, c'est pas seulement vrai des attentats. C'est vrai aussi des drames quotidiens. Aujourd'hui, on voit des enfants de 14 ans, c'est pas seulement pour les attentats. On voit aujourd'hui une désinhibition dont je vois plusieurs facteurs. J'ai cité celui des PlayStation, de la violence. Mais vous le disiez, François Patria, la menace, elle a changé de nature aujourd'hui avec notamment de l'autoradicalisation via les réseaux sociaux, via les boucles Telegram. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il alerte sur une menace terroriste qui demeure très élevée. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a la législation aujourd'hui pour y faire face? Je crois d'abord, on souligne, on découvre les attentats avec stupeur, mais personne ne mesure combien d'attentats sont chaque année évités. Et chaque mois, les forces de l'ordre, mais le fait a été évoqué par un policier, ou même par la directrice de la DGSI, qui dit, comme maintenant, les attentats sont totalement erratiques, faits par des individus jeunes, isolés. Quand ils sont hors des réseaux et qu'ils le font eux-mêmes, qu'ils se radicalisent eux-mêmes, c'était le cas, je crois, en Angleterre, la personne qui a foncé avec la voie, non, à l'île de Léron. Oui. L'île de Léron, personne, toute seule, n'était pas surveillée, pas suivie. Donc, on ne peut pas mettre des forces de l'ordre, des gendarmes, derrière toutes les personnes. C'est pas possible. Donc, il faut continuer d'intensifier les forces du renseignement dans ce pays. Et je crois que là-dessus, c'est un point sur lequel on ne peut pas hésiter, c'est sur celui-là, parce que la menace est permanente, elle est non seulement permanente, mais elle est partout, y compris dans les territoires reculés, ou y compris dans les territoires ruraux, elle est partout aujourd'hui, ce qui implique d'abord à une prise de conscience aussi des citoyens, qui doivent surveiller autour d'eux, qui doivent regarder, qui ne doivent pas manquer de prévenir s'ils sentent qu'il y a quelque chose autour d'eux, et de le faire. L'actualité au Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui a voté hier la suspension de la réforme des retraites, texte que vous aviez défendu, pilier du macronisme. Les députés Renaissance se sont dans leur très grande majorité abstenus. Est-ce que vous avez le sentiment à Renaissance de renier vos convictions? Oui, on pourrait déjà reparler de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, en aucun cas, j'ai approuvé la démarche de mon ami Marc Ferracci hier. Marc Ferracci qui a dit, lui, moi je ne peux pas voter pour
pour l'arrêt de la réforme des retraites, puisqu'il s'agit, d'ailleurs la France Insoumise l'a bien dit, je continue à voter le décalage, merci, le faire, et qui est, lui, qui s'attelle aujourd'hui à garder la mémoire de l'héritage d'Emmanuel Macron. Vous auriez voté contre. Je me verrais bien dans ce rôle ici. Oui. La décision du groupe, elle n'est pas prise. Moi, je vais soumettre au groupe la décision la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qui va se passer ici? Parce que maintenant, on va prendre un budget totalement dingue, qui risque peut-être même à l'Assemblée, le 23. On peut avoir un budget avec devant 577 députés qui vont voter contre. Pour des raisons opposées. Donc, pour ma position, il y a du suspense sur ce qui va se passer au Sénat, parce que la droite sénatoriale semble très claire sur le fait qu'elle va rétablir la réforme des retraites. Ça veut dire que notre vote à nous, au groupe RDPI, il n'est pas sans conséquence, puisque qu'on vote ou qu'on ne vote pas, la réforme, elle sera rétablie. Elle sera rétablie. Et moi, je m'en félicite. Vous allez voter et moi, je m'en félicite. La réforme des retraites. J'étais en train de vous le dire. Je vais réunir le groupe la semaine prochaine. Mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je suis président du groupe. Je donnerai mon avis. Actuellement, le groupe est partagé entre s'abstenir ou voter contre, parce que c'est pas seulement le fait il n'est pas de se renier aujourd'hui, parce que cette réforme, il faudra la faire. Et elle sera poursuivie malgré tout, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse après 2027. Le problème, c'est de savoir ce que les Français attendent le plus, tout ce qui est le meilleur pour le pays. Moi, je vote pour l'intérêt général. Est-ce que pour le pays, c'est mieux aujourd'hui le fait qu'il y ait de la stabilité, qu'on ait un budget et qu'on puisse avancer? Pas ce budget-là, bien entendu. Mais regardez, hier, tout le monde a parlé de la réforme des retraites. Ça coûte 500 millions pour l'année 2026. Mais l'indexation l'indexation de tout. La réindexation des retraites. Ça coûte 3,5 milliards. Hier, la retraite, c'était 500 millions. Ça, c'est 3,5 milliards. Vous n'avez pas répondu à Oriane la question de savoir. Je serais tenté, à titre personnel, de voter contre le décalage de la réforme des retraites si c'est pour aider le gouvernement et si c'est pour aider le pays à retrouver de la stabilité et à avoir un budget. J'hésite encore. Je verrai, après avoir discuté avec les membres de mon groupe, ce que je ferai. Bon, mais à titre personnel, vous avez envie de voter avec Bruno Retailleau. Comment ? À titre personnel, vous avez envie de voter selon la position de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher. Non, mais c'est pas la position de Retailleau et de Larcher. C'est la position défendue par, je crois, un certain nombre de Français qui pensent que la réforme des retraites, elle est nécessaire. C'est pas Retailleau qui l'a proposé, d'abord, c'est Mme Borne qui l'a fait voter. Donc je vais voter ce que j'avais voté par le passé, ce pourquoi on a débattu pendant près de 100 heures ici, ce pourquoi on s'est fait insulter sur le territoire pendant des jours et des jours. Moi, je ne crains pas l'impopularité. Maintenant, j'ai derrière moi suffisamment de passé politique pour penser que je ne cherche pas la popularité. Ce que je cherche, c'est de savoir comment mes enfants, mes petits-enfants pourront demain avoir réellement une retraite et pouvoir vivre dans mes familles. Est-ce que vous rejoignez Frédéric Valletoux, député Horizon, qui parlait de marché de dupes avec le Parti Socialiste. C'est ça, à l'heure actuelle ? Non, mais d'abord, il était évident, à la suite du départ de François Bayrou, qu'il ne pouvait y avoir de gouvernement qui tienne que si les socialistes s'abstenaient, c'est clair. Les socialistes s'abstenaient. Chercher l'abstention à tout prix, je ne pense pas que le Premier ministre le fasse, puisqu'il n'a pas cédé sur la taxe Zuckman. Il n'a pas cédé sur les biens professionnels. Il n'a pas cédé sur tout. Il a dit, voilà, c'est... D'ailleurs, la France Insoumise ne s'y trompe pas. Elle dit que c'est un décalage. Elle dit que cette réforme, cette non-réforme des retraites, c'est un marché de dupes. Elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Comment ? Vous avez compris que la France Insoumise vote contre la suspension hier ? Non, je comprends parce qu'ils ne sont pas à une contradiction près. Ils sont capables de voter tout sur leur contraire dans le même jour. On peut dire qu'on est contre les hausses d'impôts et en voter, etc. Je suis tombé, y compris du Rassemblement national. Quand je vois les hausses d'impôts qu'a voté le Rassemblement national après avoir dit qu'il s'y opposerait tous les jours, tout ça est un spectacle désolant qui donne aujourd'hui aux Français le sentiment de confusion extraordinaire. Moi, parce que si les Français pensent aujourd'hui que ce qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, ce sera ce qui restera le 23 décembre, aujourd'hui, ça y est, tout le monde est content. On a supprimé, on va prendre les retraités maintenant, on va prendre tout ça, on va pas économiser. Mais vous savez, j'ai dit souvent, j'ai dit avant, j'ai dit ce que n'a pas réussi François Bayrou, il a réussi à inquiéter les Français sur la dette, mais il n'a pas réussi à démontrer aux Français, nous-mêmes n'avons pas réussi. Nous-mêmes, tous, à montrer aux Français que les efforts qu'on leur demande aujourd'hui, qui sont certes réels, mais qui sont sans commune mesure avec ce qu'on leur demandera demain, si le budget qu'on vote avec des milliards supplémentaires de déficit
nous conduit demain, face à nos prêteurs, face à nos créanciers, face à l'Europe, à des difficultés plus grandes que nous seront imposées, comme elles ont été imposées en Grèce, au Portugal et en Espagne. Mais où va-t-on, Monsieur Patria? Vous le dites vous-même, la copie du gouvernement, la copie sortie de l'Assemblée nationale ne sera certainement pas celle qui aura cours dans quelques semaines. Est-ce que vous êtes de ceux qui pronostiquent un budget qui passera par ordonnance fin décembre? Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas. Je m'en suis entretenu hier avec le Premier ministre. Le message qui passe est très clair. Aujourd'hui, écartons la loi spéciale, écartons les ordonnances et essayons, avec un peu de raison, parce que ça va être le rôle du Sénat. C'est le Sénat qui va faire le budget. Paradoxalement, c'est la première fois, le budget va arriver, le budget de la sécurité sociale va arriver ici avec tous les amendements votés à l'Assemblée. Et s'il n'y a pas de vote sur le budget, il va arriver avec tous les amendements votés. Je pense en particulier les impôts totalement irréalistes et dingues qui ont été faits sur les multinationales, etc. Les 40 milliards ou 34 milliards d'impôts qui ont été votés en une nuit, tout cela va disparaître. Tout ça ne sera plus dedans à la fin, c'est clair. Mais il faut qu'on... Je crois que c'est surtout l'image. Je crois que moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'image du pays qu'on donne. Un pays qui refuse de se réformer, qui refuse de prendre en compte le fait que demain, il va falloir travailler plus, qu'on le veuille ou non, qu'il va falloir économiser, que l'État-providence ne peut plus être l'État-providence. Et ça, ce grand débat, ce sera 2027, tout le monde le dit. Le problème étant que... Oui, mais 2027, on va encore perdre des milliards. On va encore perdre des milliards. Mais vous le voyez bien, au Parlement, la situation est quasiment dans l'impasse. Et en effet, encore une fois, la copie sortie du Sénat, ce ne sera pas elle qui aura le dernier mot. Ce sera encore une fois l'Assemblée nationale derrière. Mais bien entendu, mais ce que je veux, c'est qu'on évite... D'abord, éviter les dégâts. D'abord, éviter que ce soit plus dramatique que ça n'était encore. Éviter cela. Le laxisme en la matière, tout le monde le sait bien. Et puis en plus, moi je recevais hier soir une grande confédération d'entreprises, dans mon bureau, qui sont dans l'attentisme absolu. Ils ne savent plus comment investir, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils sont un peu découragés, ils ne veulent pas embaucher. Ils veulent pas... Donc là, pour le coup, ça peut être pour le budget, de trouver un budget quoi qu'il arrive. Eh bien exactement, c'est ce que je vous dis. Donc c'est pour ça que la réflexion, c'est pas je veux voter avec un tel ou un tel pour. Ma conviction m'inviterait à voter pour le rétablissement de la réforme. Si c'est mieux intérêt pour le pays, si c'est plus d'intérêt, et si le pays est plus gagnant parce qu'on a un budget et parce qu'on a la stabilité, je m'abstiendrai. Pour Gabriel Attal, votre homologue à l'Assemblée, patron de votre parti, il a dit hier ce qu'a fait l'Assemblée nationale avec ce vote, c'est enlever un bout de scotch sur un système qui prend l'eau de toutes parts. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous allez soutenir sa proposition de réforme par points? Alors, j'ai regardé sa proposition de réforme hier. J'ai rencontré Gabriel Attal hier. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne reprend pas la loi qui a été votée. La réforme Philippe. La réforme Philippe. C'est la réforme que tout le monde souhaitait, que les syndicats, la CFDT soutenaient. Donc, moi, je pense que Gabriel, parce que l'histoire des 1 000 € qui produiront 28 000 €, bon, avec la forme de capitalisation... Ça, vous n'êtes pas pour? Mais quand même... Non. Si, je pense que c'est un bon sujet de réflexion, qu'elle n'est pas aboutie, qu'on peut l'améliorer, qu'on peut se rapprocher de la loi qui a été votée. Donc vous dites de remballer son texte et de prendre suite d'Édouard Philippe? Non, pas du tout. Non, parce que... Moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui. Peut-être, je vais dire, on pourrait le reprendre. Mais je pense que la démarche il a bien fait de le faire hier, pour montrer quand même que malgré tout, la suspension de la forme des retraites, c'était pas l'alpha et l'oméga de l'avenir de notre système de protection sociale en France, qu'il fallait faire autre chose. Il a apporté cette pierre-là. Et quand on est constructif, et il l'a été en la matière, je pense que c'est la démarche. C'est pas la loi telle qu'il a déposée que je soutiens. On va regarder exactement dans les faits. Mais c'est la démarche est positive, oui. Quand vous regardez dans le rétroviseur, M. Patria, et vous le soulignez, Gabriel Attal reprend une partie de la réforme Édouard Philippe, est-ce que vous ne vous dites pas que de temps perdu pour finalement en revenir à cette solution possible de la retraite universelle par points? Oui, mais je pense qu'à l'époque, le fait d'avoir mis l'âge pivot qui a bloqué tout a été, d'un point de vue, une erreur, parce que ça pouvait passer s'il n'y avait pas eu l'âge pivot. C'est ça qui a fait quitter la CFDT à l'époque. Je pense qu'il ne fallait pas mettre l'âge pivot. Voilà. Oui. Mais je pense qu'il faut mieux mettre le nombre de trimestres aujourd'hui, comme certains le pensent aujourd'hui, un nombre de trimestres qui permet l'âge pivot. Mais même si, je crois, franchement, 64 ans, ça a été un pas en dessous de ce que Emmanuel Macron avait soutenu. Moi, quand j'ai soutenu la campagne d'Emmanuel Macron, j'ai soutenu la retraite à 65 ans. J'ai soutenu la retraite à 65 ans, c'est clair. Alors, tout en tenant compte,
des carrières longues, des carrières hachées des femmes et de la pénibilité. J'entends bien. Tout ça pouvait être pris en compte. Et quand vous voyez qu'à la fin de son quinquennat, vous n'allez même pas atteindre l'objectif des 64 ans, vous le vivez comment? Comme un échec? Je le vis... Pour partie, non. C'est ce que dit Retailleau, hein, c'est le mot de Bruno Retailleau. Oui, mais vous avez compris que Retailleau est dans le Kourou, il est dans sa campagne, etc. Dans sa campagne. Moi, les paroles de Retailleau, c'est pas l'évangile selon Saint Jean. Pour moi, c'est ce qui me concerne. Hein. Donc, si tant est que... Mais je pense que non, c'est pas une capitulation. C'est une prise en compte d'une situation politique, je pense qu'on s'en est entretenu, où on est en train de se tromper complètement. Retailleau et Patrick Kanner, ici, veulent rétablir, ils rêvent depuis 10 ans de rétablir le climat gauche-droite. Or, le climat gauche-droite... Non, mais attendez, ils veulent le rétablir. Moi, j'étais pour le dépassement et je le suis toujours. Mais là, ils n'ont pas réussi. Non, mais ils pensent qu'ils vont réussir. Non, ils vont échouer. Parce que le climat gauche-droite, ça représente les socialistes et les républicains. C'est-à-dire, aujourd'hui, une partie infâme de la politique. Et demain, on n'aura pas un clivage droite-gauche, on va avoir un climat extrême-droite, extrême-gauche. Ça va être ça demain, l'affrontement. C'est-à-dire que le climat droite-gauche qu'ils ont vécu et dont ils rêvent encore, c'est fini. Demain, ce sera en France un climat extrême-droite, extrême-gauche. Julien. Oui, juste une question sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, après l'adoption de la suspension de la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que le budget reste tenable pour garantir un déficit qui, normalement, devait être ramené à 17,5 milliards d'euros en 2026 Pour rappel, sans mesure correctrice, la Cour des comptes estimait que le déficit pourrait poursuivre sa dégradation jusqu'à atteindre 28 milliards. Bien sûr, mais on est déjà aujourd'hui à 23 milliards. On y est déjà aujourd'hui. Donc on n'y arrivera pas, c'est ce que vous dites. Non, je pense que ce budget, tel qu'il est aujourd'hui, le rôle du Sénat, alors ça c'est la sortie de l'Assemblée nationale, vous avez compris que ça ne tiendrait pas. Même les auteurs des amendements qui ont déposé des impôts supplémentaires et des dépenses supplémentaires, il faudra faire des efforts aujourd'hui. Je pense qu'il y a une voie moyenne. Par exemple, le dégel pour les pensions, et puis le dégel pour les arrêts tout. Il ne faut pas que ça touche les petites retraites. Est-ce qu'on va 1500, 1800 euros par mois? Là, je pense que ça va être ça la méthode. On va trouver une méthode à petits pas ici. Je pense que une méthode de la raison, il faut faire des efforts, c'est certain. Les efforts doivent être portés par ceux qui peuvent le plus le faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mettre des impôts en plus sur les riches. Je vous rappelle que la position des Républicains, c'est pas d'impôts en plus, c'est les économies. J'attends de savoir quelles sont les économies réelles que proposent les Républicains. Vous discutez, vous, avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat, pour essayer de trouver un compromis avant l'arrivée du... Mais je parle avec Patrick Kanner, mais ils sont gourmands. Ils comprennent que quand on leur demande, aujourd'hui, on leur scène un peu, donc ils disent, puisqu'on nous donne, autant demander plus, je comprends. Donc ils vous demandent trop. Donc aujourd'hui, il faut mettre un terme à leur gourmandise exacerbée. On entend au Parlement des voix qui disent, si c'était pour voir le PS mener la politique du pays, autant les nommer à Matignon. Est-ce qu'on n'a pas finalement manqué une occasion? Non, je pense pas. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison dans les choix qu'il a faits. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que M. Cazeneuve souhaitait d'ailleurs aller à Matignon vraiment. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'estime pour lui, même d'amitié. C'est pas ça le problème. Mais non. D'abord, il y aurait un socialiste à Matignon immédiatement été censuré par l'extrême droite et par la droite. Donc ça ne pouvait pas tenir. Un gouvernement de gauche à l'Assemblée ne tenait pas 3 semaines. Ça ne tient pas beaucoup mieux avec d'autres premiers ministres. Écoutez, ça a tenu au moins 1 an pour Barnier, pas de 9 mois. Ça aurait pu tenir avec François Bayrou s'il n'avait pas pris le choix qu'il a fait. Vous croyez que Sébastien Lecornu va tenir au-delà du budget? Écoutez, il vient de faire ce que les 2 prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Le contexte est différent. On n'a pas fini. C'est pas la fin de l'histoire. Si, parce qu'il a fait pour le PLFSS, la première partie a été votée. Un dernier mot, François Patria. Emmanuel Macron, hier, il s'est entretenu avec des agriculteurs à Toulouse. C'est un sujet que vous connaissez bien. Il s'est entretenu notamment sur le Mercosur, qui, tel qu'il existe aujourd'hui, recueillera un nom très ferme de la France. C'est ce que dit le chef de l'État, ce que dit la ministre de l'Agriculture. Alors, il y a les mots, mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'empêcher sa mise en œuvre? Écoutez, moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'il y a eu des élargissements, j'ai vu le monde agricole que je connais bien en colère. Je me souviens de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Les blessés qu'il y a eu dans le Midi. Si l'Espagne entrait, c'était dramatique. Avec le Canada, même chose. Ici, le Canada, il ne faut pas signer ou pas signer. On voit bien que les échanges avec le Canada sont profitables à la France. Donc, il faudra un jour arriver à un accord avec les pays d'Amérique latine. Donc il faudra aboutir à ce Mercosur, avec des clauses de sauvegarde, je pense qu'il faut que les clauses de sauvegarde soient claires,
qu'elles soient bien énoncées et qu'on ait les moyens de les appliquer. Je pense en particulier sur les produits importés qui ne respectent pas les mêmes règles que les nôtres. Si ces garanties sont apportées, que d'une part, le choix il est raisonnable en ce qui concerne, et que la clause de sauvegarde, aussi bien pour protéger les marchés, aussi bien que pour protéger les produits alimentaires, si ces clauses de sauvegarde sont réelles, qu'on peut les démontrer, alors à ce moment-là, je pense qu'on peut effectivement avancer. Un dernier mot, Julien ? Oui, juste un petit mot sur le projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales qui rentre en examen donc, au Sénat. Depuis hier soir, tout à fait. On pense au Sénat pouvoir décrocher 1,5 milliard de recettes supplémentaires. Est-ce qu'il y a des mesures qui vous semblent utiles dans ce projet de loi et d'autres où vous dites qu'il faudra les refuser? Oui, bien entendu. Je ne vais pas en faire ici l'âge, mais il est certaine. Au moins, je pense qu'avec les mesures qu'on prend là, ce ne sont pas des mesures illusoires. Parce que j'ai peur que quand on va nous proposer des économies ici, les Républicains ils vont dire il suffit de maintenant lutter contre la fraude, ça va rapporter tant. Non, ça c'est une réponse, ce n'est pas exactement combien ça rapporte. Oui, il suffit de supprimer l'AME. Par exemple, je vous le donne comme tel. C'est important. Mais si on diminue l'AME demain, les gens qui sont malades, l'aide médicale, les gens qui sont malades, on les soignera quand même. Et qui est-ce qui va payer? C'est l'hôpital qui va payer. Oui. Donc, ce sont de fausses économies. Moi, ce que je veux, c'est des économies réelles et pas des économies imaginaires. Sur la fraude, bien sûr qu'on sait qu'il y a des milliards de fraudes, mais on ne va pas récolter 15 milliards sur la fraude. Tous les ans, on récolte un peu plus. Donc, on peut considérer, avec ce texte de loi, effectivement, qu'on arrive à 1,5 milliard. 1 milliard, 1,5 milliard. Je pense que c'est possible. C'est possible. Mais là, au moins, dans ce texte-là, il y a des mesures concrètes qui permettent d'y arriver. Alors que dire, comme ça, on va arrêter la fraude, l'incantation, ça ne suffit pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci François Patria d'avoir été notre invité. Julien, la une de La Voix du Nord, 10 ans après, on n'oublie pas les commémorations, évidemment, de ce 13 Des témoignages exceptionnels que je vous invite à lire. Merci beaucoup, Julien. La semaine prochaine, échange entre vous et le chef de l'État. Oui, on aura cette opportunité d'accueillir le président pour un face au lecteur. Et on en parlera évidemment dans cette émission jeudi prochain. Merci Julien d'avoir été avec nous.